Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Clément Beaune. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à vous. Vous êtes le ministre en charge de transport. Je précise également que vous avez été en charge des affaires européennes. Je vous interrogerai tout à l'heure eu égard à ce qui se passe sur le front de la guerre à Gaza. Mais tout d'abord, Clément Beaune, l'assaillant de l'attaque islamiste à Paris a revendiqué son acte en garde à vue. Il apparaît comme étant froid, clinique et déterminé. Est-ce que vous croyez encore en la déradicalisation de ce genre d'individus ? Et je ne sais pas, mais en tout cas, il est clair que c'est une attaque terroriste islamiste. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, le parcours, on peut le retracer. Il a été fait depuis samedi et l'intervention rapide de nos forces de l'ordre. Mais il est clair que c'est une attaque islamiste et donc c'est une menace islamiste que nous devons combattre par tous les moyens. Il y a des débats législatifs en ce moment s'agissant des personnes étrangères. Il y a des situations différentes pour les citoyens qui sont français, parce que la personne qui a commis cette attaque islamiste ce week-end est un citoyen français. Franco-iranien, oui. Et puis il y a les questions, mais qui ne sont pas une excuse, qui ne sont pas un dérivatif de la psychiatrie et des troubles qui font parfois que certains individus, je n'ai pas le parcours exact de ce monsieur, mais sont des cibles par leur fragilité pour les idéologues islamistes encore davantage. Oui, ce n'est pas une excuse, la psychiatrie, mais est-ce que justement la psychiatrisation du débat n'est pas en train de faire passer au second plan la radicalisation ? Et vous le dites, je le note, monsieur le ministre, assez clairement ce matin, c'est un attentat islamiste, quand le président de la République, le soir même ou quelques heures après l'attentat, ne l'a pas qualifié d'islamiste. Oui, mais parce qu'on n'avait pas toutes les informations tout de suite. Moi-même... Y avait-il un doute sur le mode opératoire ? Moi, je préfère qu'on ait des informations... fiable et sûr. Moi-même, j'ai fait un tweet, vous auriez pu le citer, vous voyez, je prêche contre ma paroisse, si je puis dire, où j'ai parlé d'attaques dans les minutes qui ont suivi pour soutenir les policiers qui sont intervenus. Et quelques minutes après, ou quelques heures après, nous avons su exactement ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas à tourner autour du pot. C'est une attaque islamiste, je crois que personne ne le conteste. Ne faisons pas de mauvais débats. Ensuite, l'extrême gauche le conteste, mais parlons de pardon, l'extrême gauche n'est pas tout à fait au gouvernement, et vous a pas échappé qu'on n'était pas tout à fait sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon, ni le président de la République, ni le gouvernement. Bon. Donc, qu'il y ait des ambiguïtés chez Jean-Luc Mélenchon et pire que ça, c'est un autre sujet, et c'est très clair. Mais c'est une attaque qui a un caractère islamiste, c'est sûr. Et la question ensuite, c'est non pas pour trouver des excuses, c'est pour trouver de l'action et de la réponse. C'est que fait-on face aux différents cas ? Parce que malheureusement, les cas de terroristes islamistes que nous avons vus, ce sont parfois des situations individuelles qui sont différentes. À chaque fois, il faut du renseignement. Ce sont les mêmes questions, monsieur le ministre. À chaque fois, ce sont les mêmes indignations, les mêmes condamnations, les mêmes questions. Ce matin, dans Le Parisien, que lui répondez-vous ? Bruno Retailleau affirme que l'État ne parvient plus à protéger les Français. Un État, dit-il, incapable d'empêcher que nos rues se transforment en coupe-gorge. En quoi c'est faux, de votre point de vue ? Je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est une mauvaise polémique, parce que la question est la même pour tous. Évidemment, l'État veut et doit protéger. Et je veux aussi quand même qu'on soit ça sérieux sur ce sujet. Nos policiers, nos services de renseignement, nos services d'intervention, ils déjouent des attentats tous les mois par leur mobilisation. Nous avons renforcé les moyens de nos services de renseignement. Nous avons renforcé sur ce sujet précisément, c'est une loi qui a 2 ans, le suivi obligatoire pour les cas qui sont fragiles sur le plan psychiatrique. C'est une loi qui n'a pas été votée par ceux qui aujourd'hui donnent des leçons, notamment au Rassemblement national. Donc, qu'il faille protéger, bien sûr, qu'il faille protéger plus, bien sûr. Il y a des débats législatifs en ce moment sur le volet migratoire. Et puis, il y a d'autres sujets que la question migratoire, puisque là, on a un citoyen qui est français. Franco-iranien. Oui, bien sûr, franco-iranien. Vous avez raison. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas la même réponse qu'un étranger en situation de délinquance qui est sur notre territoire. Que fait-on dans ce cas-là ? Je le dis aussi parce que je ne veux pas qu'on laisse penser. C'est un peu facile. J'entends les propositions, ou plutôt les constats, parce que ce ne sont pas des propositions, de Bruno Retailleau qui dit protégeons davantage. Très bien. La question, c'est comment ? Mais est-ce que vous pensez que terroriste un jour, c'est terroriste toujours ? Il a été condamné quand même, il a fait de la prison. Mais Sonia Mabrouk, on a un état de droit. Il a été condamné. Il a purgé sa peine. Le ressortissant franco-iranien dont on parle. Il a purgé sa peine. Ensuite, il y a eu une injonction pour un suivi, y compris psychiatrique, pendant 4 ans. À l'issue de ce suivi, il y a eu un diagnostic médical, à moi de le juger, qui a constaté que sur le plan psychiatrique, il n'y avait plus de nécessité d'un suivi contraignant. Est-ce qu'il faut renforcer ces mesures ? Est-ce qu'il faut, comme l'a évoqué le gouvernement dès dimanche soir, que dans certains cas, quand il y a une alerte, puisqu'il y a une alerte par exemple de la maman de ce jeune homme, il puisse y avoir par le préfet des injonctions complémentaires ? Oui, on peut avoir ces débats et on doit les avoir pour protéger plus. La question est, j'allais dire, plus simple et plus complexe à la fois. C'est-à-dire aujourd'hui, quand il sort de prison, qu'il a encore ce profil radicalisé, est-ce qu'il faut le maintenir quand même en prison pour protéger la société ? Il faut le maintenir. Qui décide et comment ? Oui, très bien. Et pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments. Et quand la peine a été décidée, elle n'est pas toujours une peine à perpétuité. Ça peut être la question de le renforcement de notre arsenal pénal. Ça peut être la question d'une alerte qui est donnée par un préfet ou par un juge. Ça, on peut y travailler. Mais on voit bien ceux qui ont la baguette magique et qui disent
il suffisait de le garder pour toujours Mais en vous prison. aussi, vous avez, pardonnez-moi, vous avez Non. une même réponse pavlovienne, vous me dites l'état de droit. Mais monsieur le Mais- ministre, est-ce que l'état de droit n'est pas un bouclier percé aujourd'hui pour la sécurité des D'abord, Français? moi je fais partie de ceux qui pensent que nous avons besoin de l'état de droit, c'est quoi? C'est des règles et des gens qui décident de manière indépendante. Si on basculait dans autre chose que l'état de droit, nous ne serions plus une démocratie qui protège ses citoyens. Je pense que personne n'a envie de ça. Non, mais qu'on pardonnez-moi, renforce sur notre ce point, arsenal pénal, oui. Pourquoi est-ce que adapter ou trouver des mesures d'exception pour ces profils très dangereux, ce serait aujourd'hui Oui, porter atteinte à l'état de droit? Je pense que beaucoup de Français ne Très bien, comprennent mais c'est pas. le débat qu'il y a par exemple sur les fichiers S en général. Est-ce que le fait d'être fichier S, qui est un outil de service de renseignement, un outil administratif, doit donner lieu en soi, par exemple, certains le disent, à une forme de condamnation ou même d'enfermement éternel? Moi, je pense que, c'est pas moi personnellement, c'est pas pour ne pas protéger les gens, tout le monde veut protéger. Il faut qu'il y ait une décision de justice, il faut qu'il y ait une vérification. Le fichier S, c'est un outil administratif qui est le plus large Donc possible. beaucoup se demandent à quoi il sert aujourd'hui. Mais il sert, pardon, disons-le, À part ficher, il n'y a pas de à nos suivi. milliers de policiers qui font du renseignement pour déjouer un certain nombre de projets. Il y en a tous les mois qui sont déjoués, pour suivre un certain nombre de personnes et les empêcher de passer à l'acte. Un drame ne doit pas non plus remettre en cause tous les efforts qui sont déjà faits et les cacher parce que nos policiers empêchent et arrêtent des gens tous les jours. Et est-ce qu'on doit aller plus loin sur certaines mesures? Certainement, mais faire croire qu'un fichier administratif peut être une décision de justice, je le dis parce que ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet très lourd, ça serait grave. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui fait du renseignement sur vous, pour une raison ou pour une autre, qui parfois peut se tromper, ça arrive aussi dans l'autre sens, et on prend les mesures d'enfermement, de prison. On parle de pour toute la profils vie. extrêmement dangereux, Bien sûr. radicalisés, on ne parle pas de Mais c'est pour monsieur ça tout qu'il le faisait monde. Mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'il faisait l'objet d'un suivi, c'est par les services de renseignement, d'un suivi psychiatrique aussi. Est-ce que ce cas-là nous appelle à faire plus et mieux? Évidemment, parce que à chaque fois qu'il y a un drame, c'est un échec. On ne peut pas dire autre chose. C'est un échec pour vous. Mais c'est un échec collectif de la société. Politique. Non, collectif. Juste... Collectif, écoutez, tous les vous- Français ne sont pas responsables de ce qui se passe Mais dans les bien rues sûr, de Paris mais ou être de Navarre. responsable, c'est pas dire on a trouvé la solution tout de suite à tout. Mais vous par admettez l'enfermement une généralisé. responsabilité. Mais on doit faire mieux, tous, Mais bien est-ce que sûr. vous admettez une Mais responsabilité? quand on est responsable politique, je suis un responsable politique, j'admets que c'est notre boulot de faire plus et mieux. Mais ensuite, il faut se mettre autour de la table. On a une loi, par exemple, sur le sujet migratoire aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur l'a encore dit ce matin. Si on peut expulser des gens qui sont dangereux, des étrangers en l'occurrence, plus facilement et plus vite, ça libère aussi du temps de nos services de renseignement. Bruno pour Retailleau faire dénonce votre davantage en le même boulot. temps sur cela. Effectivement, Gérald Darmanin dit que ça permet d'expulser ces Mais c'est délinquants. majeur. Ça veut dire que le étrangers service radicalisés. policier Mais en peut même faire temps- plus de renseignements et de suivi. En même temps, Clément Beaune, et c'est vraiment en même temps la bonne expression si je puis dire, eh bien, ça ne permet pas de maîtriser les flux migratoires avec la régularisation des sans-papiers. Mais alors, ne mélangeons pas tout. C'est ce que vous reproche l'opposition. Oui, très bien. Moi, j'assume. faux Mais j'assume de ne pas mettre les gens, parce qu'ils seraient étrangers ou parce qu'ils seraient immigrés, dans une seule case, une seule catégorie. Parce que s'il n'y a pas de en même temps, ça veut dire que vous dites que tout étranger, tout immigré est un terroriste ou un islamiste potentiel. le dit? Ça n'est pas le cas. Ou qui le laisse Non, mais penser? qu'est-ce que ça veut C'est dire? important, qui le laisse penser? Ça pourrait laisser penser que si on parle de régularisation et qu'on considère que c'est une atteinte à la fermeté, on mélange les situations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de régularisation? C'est quelque chose de très ciblé pour des métiers en tension, des gens qui sont déjà sur le territoire national depuis plusieurs années, qui travaillent, qui sont intégrés et à qui on veut faciliter le passage à une situation régulière. Ça, c'est déjà fait dans le passé. Et tout a montré d'ailleurs, parce qu'il faut dire les choses en se basant sur des faits, que ces régularisations ciblées ne sont pas des appels d'air migratoires. Ce sont les gens... Ça reste à prouver, Clément Beaune. Oui, prouvons le contraire. Ça, on pourra le prouver à l'épreuve des faits, si Pardon, je peux dire, si la loi mais passe. Mais vous faites faut qu'on- aucun lien entre la situation dont on vient de parler et l'immigration? Alors d'abord, la personne qui est l'auteur des faits, semble-t-il, c'est pas quelqu'un qui est un étranger. C'est pas quelqu'un qui est un immigré. Il est né en France. Bon, ça veut dire Il y a que... une double nationalité. Mais ma D'accord. question est simple. Est-ce Mais que ça vous veut faites- dire que... Non, mais est-ce parlons... qu'il y a un lien? Est-ce que vous le rejetez, vous dites que c'est grave, ou est-ce que vous faites un lien entre soit parfois des actes de terrorisme et des actes, je mets à part, de délinquance Mais et l'immigration, ou est-ce que vous dites attention, il n'y a aucun lien? Mais il y a bien sûr des actes terroristes qui ont été commis par des étrangers. Bien sûr. Mais regardons aussi la situation en face, pas pour se payer de mots, pas pour être naïf, pour apporter les bonnes réponses. L'immense majorité des actes terroristes qui ont été commis sur notre sol ces dernières années l'ont été par les citoyens français. On peut retracer leur vie sur plusieurs générations, mais par les citoyens français. Ça veut dire que... Quand vous dites sur plusieurs générations, c'est-à-dire qu'ils ont parfois des origines qui sont étrangères. C'est ce que vous D'accord. voulez dire, Clément Beaune. D'accord, mais ça veut dire qu'il faut surtout prendre les mesures qui sont les bonnes. Ça veut dire que tout ne se règle pas par les expulsions. En revanche,
pour être très clair, les gens qui sont des étrangers délinquants, qui sont sur notre sol, aucun scrupule à les expulser. Et puis, parce que je ne veux pas qu'on mélange justement des régularisations dont on parle, ce serait faux de mélanger ces situations. Ce sont les gens qui bossent, ce sont les gens qui sont dans les cuisines des restaurants où vous allez, ce sont les gens qui sont les travailleurs agricoles. Alors quoi, il y a un double langage de la part de l'opposition, du RN et de la droite sur ce sujet. Regardez M. Bardella qui a été pris en flagrant délit de mensonge hier. Chez nos confrères de Sud Radio, lui-même inconscient des amendements qu'il dépose. Ses propres députés, et on peut avoir un débat, demandent que pour les agriculteurs, je viens d'une famille où, dans les Bouches-du-Rhône, on a beaucoup d'agriculteurs qui font appel à des saisonniers, que les agriculteurs puissent embaucher plus facilement, y compris des étrangers, sans trop vérifier s'ils sont réguliers ou pas réguliers. Bien. Quelle hypocrisie quand on donne des leçons de fermeté pour lutter contre l'immigration. Tout le monde assure au gouvernement, Clément Beaune, que lors des JO, la sécurité sera au rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, au micro d'Europe 1 et de CNews, qu'est-ce qui garantit que ça se passera bien? Une mobilisation qui est totale et qui doit encore se renforcer. Mais la sécurité, avant le drame terroriste de samedi, était déjà une préoccupation majeure pour la cérémonie d'ouverture et pour tous les Jeux Olympiques et Paralympiques. Bien sûr, mais heureusement qu'on n'a pas découvert qu'il y avait un enjeu sécuritaire. Alors qu'est-ce que vous allez changer depuis samedi? La cérémonie n'a pas encore eu lieu, ça ne vous a pas échappé. Non, mais qu'est-ce que vous allez changer depuis l'attentat? La menace islamiste, la menace terroriste a été déjà très forte. Donc il y a une mesure, un dispositif qui est extrêmement strict, qui mobilisera plus de 35 000 policiers, agents de sécurité pour la cérémonie d'ouverture. Et puis il faut aussi qu'on soit un peu cohérent. Puisque la semaine dernière, on entendait beaucoup de gens qui nous disaient c'est terrible ces périmètres de sécurité où il va y avoir des fouilles pour rentrer dans les lieux. On pensait que les Jeux Olympiques étaient une fête populaire. On se rend compte qu'il faut les QR codes, que le ticket de métro va doubler. Attendez, mélangeons pas tout. On est tous en train de se dire qu'il ne faut pas de naïveté, qu'il faut vivre comme on l'entend, mais qu'il ne faut pas de naïveté de la sécurité. Ce serait un peu inconséquent de considérer qu'il n'y a aucune mesure qui sont prises pour les JO. C'est pas trop facile de faire peser quand même tous ces sujets sécuritaires sur les Français et les touristes qui vont venir participer à une fête. C'est pas du tout. Oui, d'accord, mais dans les touristes qui vont participer à une fête, moi je préfère qu'on vérifie qu'il n'y ait pas justement des gens qui ont des idées ou des projets terroristes. C'est ça. Donc la seule solution, c'est le QR code. Attendez, mélangeons pas tout. Il y a des périmètres de sécurité. Dans les périmètres de sécurité les plus proches des sites de compétition, on l'assume, faire le contraire serait irresponsable, qu'il y ait des fouilles, qu'il y ait des vérifications, qu'on ne rentre pas évidemment avec une arme ou avec de quoi faire un projet terroriste. Ça peut évidemment arriver, on le voit malheureusement. La zone de l'attentat de samedi à Paris est une zone qui sera un périmètre de sécurité autour de la Tour Eiffel pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, évidemment. Et puis les QR codes, il ne faut pas tout mélanger, c'est pour la circulation en voiture, pour que certains endroits soient moins saturés et que là aussi, on n'ait pas des gens qui convergent de manière non organisée. Il y a un sujet de sécurité aussi quand même avec les QR codes, oui, voilà. Mais d'où la question. Est-ce qu'on veut qu'il y ait zéro restriction? Est-ce qu'on veut qu'il y ait zéro vérification? Je ne crois pas. Donc le préfet de police, nous tous, nous mettons en place, c'est notre responsabilité, puisqu'on en parlait, des mesures de sécurité très strictes pour les JO. Vous n'avez pas la main qui tremble quand il s'agit de QR code et de mesures de restriction de liberté pour les citoyens. Et quand on parle... Monsieur le ministre, je suis obligé de vous poser la question. Oui, n'y a-t-il pas des choses à géométrie variable, un deux poids, deux mesures? Pardon, mais justement, il se trouve que dans un certain nombre de cas, on l'a vu dans le passé, les terroristes, ils choisissent les gens où il y a des citoyens ordinaires. Quand vous prenez les transports, c'est malheureusement arrivé qu'il y ait des attentats dans nos transports. Quand il y avait, on l'a vécu dramatiquement et douloureusement, c'est la circonscription Je suis élu, l'attentat du Bataclan, c'est des gens ordinaires et festifs qui allaient à un concert. Les terroristes se sont glissés et ont tué dans 7 endroits. Donc qu'on ait des mesures de vérification, de suivi qui sont proportionnées, par exemple dans les transports publics. On renforce les effectifs de sécurité. Est-ce qu'on va mettre tous les jours, tous les matins, des portiques à l'entrée de chaque gare de France? Je ne le souhaite pas, précisément pour ce que vous dites, c'est-à-dire ne pas embêter les Français qui vivent leur vie. Mais on doit assurer leur sécurité, et c'est cet équilibre, c'est ça dont je parlais en parlant d'état de droit, qu'on doit assurer dans notre société. Continuer à vivre et protéger davantage. Sur la circulation, vous avez dénoncé, Clément Beaune, une trahison, des mots forts après qu'Anne Hidalgo ait affirmé que sur les transports pour les Jeux Olympiques, vous n'étiez pas prêt. Mais vous-même, j'ai noté une autre phrase, quelques semaines avant, vous avez dit que la circulation allait être, entre guillemets, hardcore. Alors quel Clément Beaune dit vrai? Moi, j'ai toujours dit la même chose, Sonia Mabrouk. Considérer que les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça nécessite des mesures de sécurité, ça nécessite des mesures d'organisation. On accueille le monde une fois tous les 100 ans, évidemment. Et d'ailleurs, ces mesures de restriction de la circulation, elles sont vues et travaillées avec la ville de Paris. Mais alors, en revanche, que dit Anne Hidalgo? Elle ne travaille pas avec vous? Anne Hidalgo, elle a dit tout à fait autre chose. Alors non, je vous confirme qu'elle ne vient à aucune des réunions que je fais sur la sécurité et les transports, sur ce sujet-là. Et ce qu'elle a dit, Anne Hidalgo, c'est très différent. Elle est allée sur un plateau de télévision, regardé par la France et le monde, pour dire, non pas, il y a encore du boulot, pourquoi pas? Elle a dit, on ne va pas être prêt. Ça veut dire, on ne va pas être prêt. C'est pour ça que vous parlez de trahison, c'est-à-dire ça va à l'encontre de l'image de notre pays, parce que le mot est très fort quand on le prend dans son sens. Politique, oui. Parce que quand on est un responsable politique, et on va essayer de travailler ensemble, moi je le fais tout pour cela au quotidien,
eh bien on ne peut pas aller sur un plateau de télévision, on peut régler ses comptes entre nous, pour dire la France, Paris, notre capitale, notre pays ne va pas être prêt à tenir ses engagements et à accueillir le monde. Ça, c'est grave. Vous imaginez si le maire de Londres, 3 mois ou 6 mois avant les Jeux, était allé dire, on se serait bien moqué, sur un plateau, nous ne serons pas prêts. Nous serons prêts. Bien. Et notre responsabilité, c'est de bosser ensemble pour l'être sur la sécurité, sur les transports, sur toute l'organisation. J'ai 2 questions rapides, mais d'actualité et qui nous concernent tous. Route et autoroute. Vous avez promis que la hausse annuelle des prix des péages resterait inférieure à 3% en 2024. Les sociétés d'autoroutes menacent quant à elles d'augmenter leurs prix depuis l'annonce d'une taxe sur les concessions autoroutières et aéroportuaires. Plusieurs sociétés, on va la citer, comme Vinci, assurent qu'il y aura une hausse de 5% des prix du péage afin de compenser cette taxe. Qui dit vrai ? Ça s'appelle un mensonge. Et vous pourrez le vérifier puisque c'est fixé par l'État, à la fin, les péages. Donc quand je dis, en 2024, la hausse moyenne des péages sera limitée à moins de 3%, c'est la réalité juridique et pratique. Donc c'est pas un bras de fer qui va s'engager avec ces sociétés ? Il y a plusieurs choses. Les sociétés d'autoroutes, il y a certains qui ont dit qu'il faut les nationaliser, etc. Moi, je ne pense pas. En revanche, elles ont une situation financière qui est bonne, soyons francs. Est-ce qu'elles doivent financer plus de trains, plus de transports publics en contribuant avec d'autres ? Oui. Et j'assume cette taxation. Ça ne leur fait pas plaisir. Personne n'aime payer un impôt supplémentaire. Moi, je préfère qu'il aille financer les transports des Français. Et nous, on n'aimerait pas que ça se répercute sur nous. Mais là aussi, il faut qu'on soit cohérent. Les Français, ils nous disent, les trains, c'est la galère. Il n'y a pas assez de transport public. Il faut plus de bornes électriques. Ben, on investit et on finance cet investissement, non pas en vous taxant vous, mais en taxant quelques sociétés qui peuvent payer. Et ensuite, ça ne justifie pas, on peut ne pas être content, c'est la vie, ça ne justifie pas, c'est pas le rôle d'une entreprise d'aller raconter des mensonges et des balivernes qui font peur aux automobilistes et qui ne sont pas juste. Donc moi je suis très clair, la décision d'ailleurs est actée cette semaine, la hausse des péages est limitée à moins de 3%, c'est la vérité pour le 1er février 2024 et je crois que quand on a des clients automobilistes par millions, on doit les respecter, ne pas leur faire peur à tort. À bon entendeur. Merci Clément Beaune, c'était votre grande interview ce matin sur Europe 1 ici.